Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, mais d'emblée, je vais vous dire par totale honnêteté intellectuelle que je ne serai pas en mesure de relever le défi de vous faire un portrait de toutes les politiques vieillesse qui existent en Europe. C'était la commande de départ. Donc, autant le dire, c'est mission impossible et je n'ai pas vraiment les mensurations de Brad Pitt pour, dans cette mission impossible, conduire les choses jusqu'à leur terme. Par contre, ne fuyez pas tout de suite. J'ai quand même 2 ou 3 choses à vous dire concernant l'approche que l'on peut avoir à partir d'un certain nombre d'observations que j'ai pu faire, à la fois dans les recherches que j'ai pu mener alors aux États-Unis, justement, pour observer les groupes de pression qui travaillaient pour le bien-être des personnes âgées, et dont on sait, par exemple, que l'Association américaine des retraités compte plus de 33 millions de membres, avec des budgets de plus d'1 milliard de dollars qui feraient rêver, je crois, un certain nombre d'acteurs par ici, et aussi quand même des coalitions très fortes, ce qui est peut-être un peu le point faible de la France. Mais encore une fois, peut-être que dans 10 ans, nous en parlerons encore, ici, dans ce pays des Gaules, qui se trouve donc dans un ensemble mondial qui est pris en grande partie, pour la plupart des continents, dans un phénomène de vieillissement. Donc, je vais commencer déjà par présenter un premier aperçu des raisons pour lesquelles je crois que vous avez eu raison de vous poser la question à l'échelle européenne. Parce que l'échelle européenne est à la fois une communauté de destin depuis plus de 50 ans. On sait qu'une partie des lois qui sont en définitive votées au Parlement sont des implémentations des directives européennes. Donc nous sommes une communauté de destin. On ne peut plus penser les politiques publiques sans avoir quand même en tête les contraintes budgétaires qui sont imposées par Bruxelles ou négociées par les gouvernements, mais aussi, et c'est heureux, un certain nombre d'éléments d'équilibre, de transfert de connaissances à l'échelle de notre continent. Et puis le deuxième point, c'est que nous sommes... Alors il faut que je dompte la machine. Hein. Voilà, non. Bien. Alors nous sommes, si quelqu'un... voilà, dans des contextes démographiques qui au niveau international, si vous pouvez passer la slide d'après, voilà, qui au niveau international nous caractérise quand même par rapport à d'autres continents, comme le continent asiatique, l'Afrique bien entendu, mais aussi les États-Unis et l'Amérique du Nord, puisque sur les proportions de plus de 60 ans, nous sommes à 19% en France, contre 17% aux États-Unis. Donc on voit que c'est quand même, le vieillissement est un phénomène lié à la fois au développement économique, mais aussi au développement de l'État-providence. Et d'autres continents ou sous-continents comme l'Amérique du Sud ou l'Asie sont quand même beaucoup moins en but avec les questions démographiques que nous traversons, avec des nuances qui sont quand même assez importantes. Dans un continent comme l'Asie, par exemple, on a un très très fort contraste entre les deux moteurs économiques qui sont la Chine, le Japon et le reste des pays asiatiques. Ces contrastes-là sont moins forts en Europe. Voilà, premier constat. Donc on a on va dire une configuration démographique qui est un peu plus homogène. Si l'on regarde ce qui nous attend au niveau de l'Europe dans les décennies, puisque c'était l'intitulé, dans les décennies à venir, vous voyez que la pyramide des âges va en fait avancer avec la génération nombreuse des baby-boomers. Donc il est absolument inexorable, sauf catastrophe du type pandémie ou autre, mais il est absolument inexorable de se poser les questions que vous vous posez aujourd'hui. C'est comment nos sociétés européennes vont s'adapter aux défis du vieillissement de la population et notamment aux défis du grand âge, voire du très grand âge. Donc vous voyez, on est sur un schéma en couleur qui est le schéma de 2019, et puis le schéma en transparence, c'est-à-dire le schéma de débordement que vous voyez, c'est l'avancée en âge sur les échelles supérieures des catégories âgées et les plus âgées. Donc c'est ce que nous avons devant nous. C'est ce que les Américains, depuis les années 80, appellent age wave, la vague de l'âge, la vague du vieillissement. Ensuite, la prochaine.
Est-ce qu'on peut passer la prochaine slide? Voilà. Si on regarde les choses de manière un tout petit peu différente, on voit que la population en dessous de 55 ans, donc population en partie active, va décliner entre 2001 et 2050 au profit des catégories d'âge les plus élevées, des 85 ans et plus, mais aussi des 75 à 84 ans et des 66 et à 74 ans. Donc vous voyez, la frange supérieure des âges va composer de manière de plus en plus importante une partie de la population. On va avoir en fait un changement de centre de gravité avec les générations très nombreuses du baby-boom. Le baby-boom, c'est entre 45 et 73 en France. Donc cette génération-là vieillit, et donc le centre de gravité qui était au départ la jeunesse immortelle, qu'on nous a vendue comme immortelle, de la génération baby-boom, de la génération 68, qui devient ce qu'on a appelé un papy-boom. C'est Robert Rochefort qui a utilisé cette expression pour la première fois. Ensuite, alors désolé pour ces chiffres un peu rebutants, mais vous voyez, ce qu'il faut retenir de manière générale, c'est qu'entre 2019 et 2050, tous les pays européens vont vieillir et vont prendre en âge. Et donc là c'est les populations de plus de 65 ans, et vous voyez un vieillissement qui se fait absolument dans tous les pays. C'est absolument inexorable, avec quand même des pics entre les premières colonnes et les deuxièmes colonnes par pays qui sont assez élevés. Je vais vous montrer la France. Donc ici, c'est la Grèce. Donc les pays du Sud vieillissent beaucoup en proportion. Et une des raisons de ce vieillissement, c'est la chute de la natalité. Donc il faut toujours concevoir en fait, la photographie de manière large, en ne regardant pas que les populations âgées, mais les populations âgées en regardant les populations âgées par rapport aux populations plus jeunes. Ensuite, on a les ex-pays de l'Est, parce que la chute des politiques familiales a entraîné quasi mécaniquement une grève des ventres, donc une baisse de la natalité. Et puis on va arriver vers la France, vers la fin de classement, où on a quand même une natalité quand même relativement importante. Elle est là. Ici. Mais comme les autres partenaires européens, nous avons une augmentation des 65 et plus. Alors un autre point qui est important et qui fait notamment pour quelqu'un qui travaille à l'Université de Lorraine et qui est issu de la région Grand Est, c'est qu'en fait, les différents contrastes sur le plan démographique ne se font pas qu'à l'échelle nationale. On a ici une projection régionale, et on voit en bleu les populations de plus de 65 ans inférieures à 18%. Et puis en rouge, et en rouge foncé, celles supérieures à 23%. Et on voit ici que les défis ne sont pas que des défis nationaux. C'est-à-dire qu'il existe des territoires en Europe qui sont comparables sur le plan démographique, d'où l'intérêt de faire un travail de comparaison par catégorie en fait, de territoire et par type de configuration pour voir comment les politiques publiques, mais aussi les dispositifs, répondent en fait, à des fortes pressions sur le vieillissement dans les territoires. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire que les recherches ne peuvent pas se satisfaire uniquement de comparaisons interrégionales au niveau français, et il y a vraiment un profit à tirer dans la comparaison internationale à l'échelon régional. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard si j'ai le temps. Alors évidemment, nous, en Lorraine et dans le Grand Est, on est la région la plus limitrophe, donc on est très intéressé par ces questions-là, notamment pour la gestion du personnel, parce que vous imaginez qu'une infirmière en France ou au Luxembourg ou en Allemagne n'est pas payée pareil, et que donc on se trouve quand même dans la question notamment de la gestion démographique, de la démographie médicale et sanitaire et sociale, et de l'attractivité face à un certain nombre de questions que vous devez sans doute rencontrer pour ceux qui sont sur cette phase-là de la France, et pas que d'ailleurs. Alors, définir les contours d'une politique publique, comment est-ce qu'on va caractériser la politique de la vieillesse ou la politique du vieillissement? Et que l'on choisisse d'utiliser politique de la vieillesse ou politique du vieillissement, ce n'est pas la même chose. Alors, je vais faire quelque chose qui va outrager totalement mes jeunes collègues et mes jeunes collaborateurs. Ils m'ont dit de surtout jamais, on va dire, mettre des citations à l'intérieur d'un texte. Donc, je vais le faire.
Ça va venir. Alors déjà, je veux vous rappeler la genèse. C'est-à-dire que, et à nouveau, je vous félicite d'avoir posé la question à partir du cadre européen. Parce qu'en fait, les politiques de la vieillesse, elles commencent par un débat européen et par des modèles européens. Et ce ne sont pas des modèles français. C'est les modèles allemands de Bismarck, le modèle bismarckien, avec les lois sociales de 1889 sur l'assurance, invalidité et retraite. Et puis, on a un autre modèle en Grande-Bretagne. Alors, ce sont aussi des Saxons. C'est le modèle beveridgien avec le rapport de 1942, Social Insurance and Allied Services, qui vont aussi inspirer la France, puisque la France est un modèle hybride. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle bismarckien, pour le faire vite? C'est un modèle qui est basé sur les cotisations sociales, donc sur le travail. Ça veut dire qu'ils excluent une partie de la population. Deuxièmement, il est obligatoire, il est abondé financièrement par les salariés et par les employeurs. Et troisièmement, c'est une gestion paritaire, syndicat, patronat. Le modèle beveridgien, lui, il est dit universel. C'est-à-dire qu'il y a une couverture de toute la population. C'est l'avantage. Il est payé et financé par l'impôt et non pas par les cotisations sociales. Et il est contrôlé par le Parlement. Donc il n'y a pas de paritarisme. Et puis c'est une gestion étatique par le biais d'une assurance sociale, une assurance nationale, homogène, enfin centrale, avec comme objectif de produire, on va dire, un désamorçage de la paupérisation des personnes âgées grâce à un filet de sécurité qui lutte contre leur pauvreté, alors que le système bismarckien est un système qui va reconstituer une partie importante de votre ancien revenu. Donc dans un cas, c'est une allocation pour vous éviter de tomber dans la pauvreté, et dans l'autre, on est sur un pourcentage ancien revenu. Ce n'est pas les mêmes choses du tout dans les modèles. C'est pour ça que quand on veut aller vers le modèle beveridgien, il faut aussi en comprendre les conséquences. Et là, Dieu sait si, aujourd'hui, je ne vais pas trop en parler quand même, parce que c'est beaucoup d'enjeux, mais quand même, je vous réserve quelques petits éléments de réflexion. Donc, alors, que disait Bismarck? Bismarck, assez subtil, il disait, à quel âge faut-il fixer l'âge de la retraite pour qu'on n'ait jamais à la verser? Voilà. T'es un malin, quand même. Et son conseiller a répondu à 65 ans. Alors, on va dire, toute référence à l'actualité, évidemment, serait totalement fortuite, vous imaginez. Alors, ça donne lieu à des débats en France, avec le slogan de la CGT que vous connaissez, non à une retraite pour les morts. Voilà. Ceci étant dit, si on recadre les choses au XXIe siècle, on s'aperçoit que par rapport au XXe siècle, en 1910, on a une espérance de vie moyenne qui est égale à 50 ans. Alors effectivement, le contrat bismarckien, qui est un contrat de dupe, j'avais calculé, il y avait moins de 5% de gens qui atteignaient l'âge de la retraite à l'époque de Bismarck. Mais aujourd'hui, on a une espérance de vie à la retraite de plus de 20 ans. Donc le système n'est plus conçu sur les mêmes types de contrats, avec un ratio cotisant retraités qui s'affaissent avec les générations nombreuses du baby-boom. Donc ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas échapper en Europe. Donc les débats français ne sont pas des débats, on va dire, propres à l'Hexagone. Toutes les grandes démocraties européennes se sont posées ces questions et ils y ont apporté un certain nombre de réponses. Ce que l'on sait, c'est que l'âge moyen de départ à la retraite en Europe, et notamment dans les pays industriels, est supérieur à celui de la France. Voilà. Mais attention, il y a quand même un certain nombre de conditions. Est-ce qu'on peut... Voilà. Alors, comment réduire les déficits? Est-ce qu'il faut hybrider entre le système bismarckien et le système beveridgien? On a commencé à le faire, très clairement. C'est quand même l'État qui va mettre à la poche, combler les déficits. Donc, on voit bien que tout n'est pas apporté par les cotisations sociales et que là, on a déjà eu un premier glissement. Alors, une des questions centrales, que moi j'avais déjà travaillé à l'époque au Sénat américain sur la retraite des baby-boomers. Je parle de la fin des années 90 quand même, non, début des années 2000. Eh bien, c'est la gestion des carrières sur le long terme. Si on veut allonger la durée d'activité, comment procéder? Déjà, comme le font un certain nombre de pays scandinaves, en donnant la possibilité de faire des bilans de compétences aux alentours de 45 ans, pour pouvoir rebondir sur une seconde carrière si besoin, ou sur une réorientation. Ça, c'est le cas finlandais, par exemple.
activer à la scandinave, c'est-à-dire mettre en place des processus qui sont quand même coûteux. Il ne suffit pas de dire aux gens de travailler plus longtemps, mais des processus d'accompagnement avec de la formation, avec de l'orientation et donc des budgets publics. L'autre point, c'est la question de la santé au travail. Vous le connaissez bien, vous, dans vos secteurs, puisqu'il y a des manipulations compliquées. Il y a eu aussi des évolutions, grâce notamment à différents dispositifs techniques. Mais néanmoins, posons-nous la question de cette santé au travail, de la prévention, de la gestion des risques et handicaps, et aussi ce qu'on observe en Europe, c'est des politiques un peu plus souples d'aménagement des sorties, avec des retraites progressives, avec des conciliations aussi retraite-activité partielle. Voilà, pour être vraiment ultra rapide, un certain nombre d'éléments de réflexion sur lesquels la France a commencé quand même à entamer les débats, mais pour lesquels elle serait bien inspirée d'aller regarder dans les différentes capitales européennes. Alors, de la politique de la vieillesse aux politiques du vieillissement, et c'est là où je vais choquer mes jeunes collègues. Donc, je vais vous reprendre une définition. Pourquoi il me semble important de changer de paradigme en France et de passer d'une définition de la politique de la vieillesse qui est une politique compensatrice du risque, d'accord ? On compense le risque santé, on compense le risque perte d'autonomie, on compense le risque vieillesse, à une politique dans laquelle on va intégrer aussi la prévention et l'accompagnement. Alors du coup, là, l'idée, c'est de travailler sur cette définition. Alors, il ne s'agit pas de prendre pour objet seulement la politique de la vieillesse et la politique de la compensation, mais une politique du vieillissement dont la finalité est la gestion et l'accompagnement du parcours de vie. Aujourd'hui, de plus en plus de travaux menés par mes collègues médecins tendraient à prouver qu'une partie de la longévité à la santé ne se joue pas, non négligeable, à 60 ans, mais bien avant. Donc, la première chose sur laquelle je pense qu'il faut changer de paradigme, c'est l'idée de se dire que si on vieillit mal à 60 ans, c'est peut-être qu'on a pris des habitudes alimentaires, on va dire, assez, on va dire, contre les grands principes de la diététique et de l'hygiène de vie avant. Que l'on a travaillé dans des conditions qui n'ont pas permis un épanouissement total avec la gestion du stress au travail, par exemple. Donc, la première chose, si on veut repenser de manière dynamique les politiques de demain, c'est de partir d'une définition de la politique du vieillissement et non pas de la politique de la vieillesse et de la politique de la compensation. Quand vous compensez, très souvent, il est trop tard, en définitive. Donc, premier point, le parcours de vie. Nous entendons par politique du vieillissement la structuration raisonnée, coordonnée, projective, c'est ce que vous faites ici dans les débats, des interventions publiques visant à accompagner les processus d'avancée en âge. Les interventions publiques en matière de politique du vieillissement s'inscrivent alors dans des schémas d'intervention transversaux, intersectoriels, visant à sécuriser les parcours. Par exemple, si vous voulez allonger l'activité, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des bilans de compétences avant. Et aussi que vous exigez dans la loi que les gens de plus de 45 ans aient le même nombre d'heures de formation que ceux de moins de 45 ans. Sinon, votre employabilité diminue. Donc vous voyez bien que si on ne met pas en place une politique du vieillissement plutôt qu'une politique de la compensation du risque chômage par des allocations chômage, eh bien là, on fait un mauvais investissement social. Donc c'est ce changement de paradigme pour lequel je plaide depuis un moment. Cette définition, je l'ai élaborée en 2016. Et en 2015, on avait déjà commencé fortement avec Anne-Marie Guillemard un travail de réflexion sur ces points-là. Donc entretenir et développer les ressources matérielles et immatérielles. Les immatérielles, ça veut dire par exemple l'agisme. C'est-à-dire que si vous pouvez faire toutes les lois possibles et imaginables, si vous ne luttez pas contre les représentations négatives et les stéréotypes négatifs, on a des multiples travaux depuis 1990 sur ces questions-là. Si vous ne luttez pas contre l'agisme, ce que les Américains appellent les gatekeepers, ceux qui ont l'ouverture de la porte, n'ouvriront pas la porte aux plus de 50 ans. Donc c'est ça l'immatériel qu'il y a derrière ces définitions. Des individus et des groupes pour lesquels l'avancée en âge constitue un objet pertinent d'intervention. Ça veut dire beaucoup de monde, en fait. Pas seulement les directeurs d'établissement, mais quand on regarde qui sont les parties prenantes et qu'on les liste, eh bien les communautés gérontologiques sont énormes potentiellement.
L'action publique est structurée à travers différents principes d'intervention, les réglementations, ça vous les connaissez mieux que moi, les régulations, les indemnisations, les compensations, les entretiens des capacités, la prévention, et implémentée dans le cadre de systèmes d'intervention de nature différente, l'assurance sociale, les solidarités, la solidarité nationale, les politiques préventives de santé publique, mais aussi parfois les politiques fiscales et d'incitation fiscale, et l'accès aux services publics. Vous voyez la complexité. Donc, quand on m'a posé la question, est-ce que vous ne pouvez pas nous parler des politiques publiques en Europe, vous imaginez que c'est absolument impossible pour les raisons que j'évoque ici, c'est que les politiques du vieillissement sont d'une complexité absolument inextricable. L'ensemble des dispositifs de la politique du vieillissement relève d'acteurs divers, du plus local au plus européen. Je vais même au-delà, au niveau mondial, je vous en reparlerai très rapidement. En passant par l'essentiel qui relève encore du niveau national. Alors, le problème, c'est l'éparpillement, la forte sectorisation entre le secteur de la retraite, de l'emploi, des transports, de l'habitat, de la santé, de la perte d'autonomie, et les actions en silo. Ça, vous les vivez aussi, je pense, au quotidien, qui rendent la cohérence d'ensemble des politiques publiques dans ce domaine souvent difficile à organiser et peu lisible. D'où des tensions et des enjeux en matière de délimitation des périmètres d'action des différentes parties prenantes, de la coordination, des transversalités de l'action publique, lorsqu'il s'agit d'accompagner l'avancée en âge de manière longitudinale, donc tout au long de la vie, en intervenant auprès des différentes catégories de publics, dont l'âge n'est d'ailleurs pas toujours la seule variable pertinente d'intervention. On sait qu'un ouvrier, par exemple, a une espérance de vie en santé inférieure à un cadre supérieur qui travaille dans la même usine. Donc l'âge n'est pas, qui est un point de fixation en France entre la retraite à 60 ans, qui a été défendue bec et ongle pendant des décennies, sans tenir compte de l'allongement de la durée de vie, et puis la retraite à 64 ou à 65 ans, qui là aussi devient encore une fois un objet de fixation. La question, c'est les parcours de vie, c'est le moment où on entre, le moment où on sort, et la détérioration de la santé. Voilà, donc je vous renvoie à l'article « Politique du vieillissement en France » dans la revue politique parlementaire, qui date un peu de 2016, mais qui me semble être intéressante à réfléchir ensemble. Et prochain. Pardon ? Ok, ça marche. Ce qui se passe, c'est que cette notion de politique du vieillissement, elle a eu un tournant en Europe, avec ce que j'appelle, moi, le tournant Barroso, qui était président de la Commission européenne, et qui a mis en place une politique ambitieuse pour le vieillissement actif et en santé, avec l'objectif, dans le cadre du partenariat pour le vieillissement actif et en santé, d'ajouter entre 2011 et 2020 2 années supplémentaires de vie en santé pour les citoyens européens. Je vous rassure, ça n'a pas eu lieu, en tout cas pas totalement, mais en tout cas à partir du moment où on se fixe comme objectif la longévité, alors ça veut dire qu'on n'est plus uniquement dans une politique de compensation. Donc on rentre dans un basculement, dans un changement de paradigme d'une politique de la vieillesse à une politique du vieillissement et de la longévité. Donc ça nous renvoie, si c'est possible de passer, voilà. Ça nous renvoie à une approche environnementale. L'OMS, donc au-delà du cadre européen, a mis en place un certain nombre de procédures pour adapter les environnements, pour permettre une longévité en santé, avec des diagnostics territoriaux qui ont été modélisés au niveau mondial, comme le protocole de Vancouver, par exemple, qui a en fait permis à tous les États, mais aussi toutes les villes, les communautés locales, d'avoir un appui méthodologique pour faire des diagnostics territoriaux autour de l'adaptation de leur territoire au niveau des transports, au niveau du logement, au niveau des soins, sur chaque territoire. Et donc, on voit ici que toute une partie des référentiels ne sont plus produits au niveau national. Ils sont produits à l'échelon européen et à l'échelon international. Et on a aujourd'hui la décennie pour le vieillissement en santé des Nations Unies, qui est une collaboration mondiale entre 2021 et 2030, autour d'une intelligence collective sur ce qui marche et ce qui ne marche pas dans le domaine de l'allongement de la vie en santé. En moyenne, il faut rappeler que les États membres de l'UE consacrent 9,9% de leur PIB aux dépenses de santé. Et sur l'UE à 15, c'est-à-dire les plus développés, on est à 10,2%, avec les pays du Sud qui sont les plus faibles.
La Suisse dépense 11,9, l'Allemagne 11,5 et la France 11,3 ou à peu près 12. Mais les États-Unis sont beaucoup plus hauts, ils sont à 17,8. Et donc ça veut dire que là on a un vrai enjeu. Et le vrai enjeu, c'est la question du reste à charge. C'est vrai pour la santé et c'est vrai pour la perte d'autonomie aussi. C'est-à-dire comment les États peuvent mettre en place des politiques publiques qui diminuent le reste à charge ou qui le maintiennent. La France est plutôt un bon élève pour le moment. On a quand même 79% en moyenne des États de l'UE qui prennent en charge de manière collective, avec l'État, les assurances maladie obligatoires, les assurances privées obligatoires, avec un rôle modeste des assurances privées pour le moment, des assurances privées facultatives. C'est ce qui inquiète un peu Thomas Piketty, par exemple. L'idée, c'est est-ce qu'on va en fait augmenter le reste à charge en introduisant un peu plus de prix d'assurance privée facultative, 5% pour l'Union européenne pour le moment. En 2018, dans les pays de l'Union européenne, 16% des dépenses communes de santé étaient donc à la charge des ménages, avec à nouveau le Sud qui est extrêmement exposé à un reste à charge élevé, et puis le Nord qui l'est moins. Donc là aussi, la question c'est, on peut redistribuer que la richesse qu'on produit. Dans tous les débats qu'on a en France, il faut quand même garder ça en tête. C'est-à-dire que si on a un appareil productif qui ne produit pas de richesse, on ne pourra pas la redistribuer, sauf à faire du déficit qu'on laisse à nos enfants. Aux États-Unis, le reste à charge est à 11% parce qu'il y a eu l'Obamacare qui a voulu détricoter M. Trump. Ça, c'est important parce que les organisations de retraités se sont énormément mobilisées pour l'Obamacare. Ils ont été leaders dans la mise en place de l'Obamacare. Et donc, mais les dépenses de soins, ce que nous dit l'adresse, c'est que les dépenses de soins et les primes d'assurance restent importantes du fait des honoraires des médecins et des prix élevés pour la santé. C'est-à-dire que si vous avez un taux de remboursement qui est plafonné et que les dépenses sur la santé sont extrêmement importantes, bah, du coup, vous avez un reste à charge qui va augmenter. Donc ça, c'est le problème qui va se poser, c'est la structuration des coûts. Si nous laissons filer les coûts de la santé, eh bien, du coup, le reste à charge va augmenter mécaniquement. D'où les débats qui sont animés en France, notamment par Thomas Piketty, c'est-à-dire est-ce qu'on a un schéma de croissance de la mutualisation des dépenses de santé? Donc on va augmenter en fait des appareils, des systèmes qui vont nous permettre d'éviter une croissance du reste à charge. Ou est-ce qu'on va rentrer dans un modèle un peu plus libéral dans lequel le reste à charge va augmenter? Mais du coup, les inégalités d'accès à la santé vont s'accroître d'autant. Ça, c'est les questions. Alors après, il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on est, est-ce qu'on est efficient? C'est-à-dire que pour le pourcentage de PIB qu'on met dans le pot commun, est-ce que finalement on arrive à des objectifs? C'est-à-dire à améliorer la qualité de vie des personnes âgées avec le même montant en France, au Luxembourg ou ailleurs, avec l'organisation du travail, le problème de la gabegie de l'argent public, ou de la mauvaise orientation. Donc ces débats doivent aussi être posés. Et donc ces questions se posent aussi pour le cinquième risque. Je termine sur les points faibles, très très rapidement. Donc sur les points faibles que je n'ai pas pu évoquer ici en si peu de temps. Ok. Voilà. L'autonomie comme valeur centrale des baby-boomers, nous sommes face à une génération qui ne ressemble pas à la génération des parents, qui a été beaucoup plus impliquée dans les systèmes de décision et donc qui sont en attente d'une association aux décisions par une intégration dans les processus de décision publique. La première chose. Donc ça, c'est des pistes sur lesquelles nous travaillons avec la chaire internationale Société inclusive et avancée en âge, en mettant en place, par exemple, des ateliers de design citoyen. C'est très concret. C'est des nouvelles méthodes qu'on a ramenées d'Amérique du Nord et qui nous permettent d'essayer d'être un peu plus inclusifs dans la manière dont on pense la question des réponses très concrètes dans les territoires. Première chose, je ne peux pas développer plus. Le deuxième point, c'est la question du développement dans la société de la connaissance, d'une articulation entre la science, je pense par exemple à l'impact de l'intelligence artificielle sur toute une partie de l'offre de soins, sur l'aide à la décision dans le diagnostic, sur l'aide à la décision aussi dans les préconisations thérapeutiques et les effets que ça a sur la qualité de vie.
On travaille sur ces questions-là, nous, dans mon université, à se mettre ensemble entre différentes disciplines, avec les gens de l'intelligence artificielle, avec les médecins, les sociologues, les psychologues, pour essayer de voir comment, en fait, l'ensemble des nouveaux éléments technologiques et scientifiques vont pouvoir bénéficier d'un accroissement de la longévité en santé. Ça, c'est un vrai défi sur lequel il y a assez peu dans la politique du vieillissement. Et il me semble qu'il y a une faible prise de conscience, notamment en France. Voilà. Et donc, je vous invite, pour continuer à réfléchir à ces questions, puisqu'on n'a pas pu tout traiter, à Strasbourg, du 7 au 10 mars 2023, au pavillon Joséphine, au Conseil de l'Europe pour le 7 à distance, pour prendre connaissance d'une grande enquête en français sur 18 pays autour de la question des effets de la Covid sur les droits fondamentaux des personnes âgées. Et puis au pavillon Joséphine, vous verrez sur le site, il y a plein de débats qui vont vous intéresser, je crois, et c'est gratuit. Donc vous pouvez aussi suivre ces débats à distance. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mettez-vous là. Merci beaucoup. L'idée, c'est aussi de vous faire participer et puis de profiter d'avoir un sociologue que j'imagine que vous ne croisez pas tous les jours des sociologues. Voilà. Donc, profitez-en pour poser toutes les questions que vous voulez. Si vous en avez déjà, très bien. Bertrand Cognac, c'est plus qu'une question, c'est un point complémentaire que je voudrais apporter. Enfin, merci pour votre éclairage. Juste, ça me fait écho à... On a eu plus en micro, c'était au niveau départemental, je suis du Finistère. On a eu la présentation du schéma bien vieillir du département là, pour les 5 ans qui viennent, en début de cette semaine. Donc ça fait tout à fait écho parce qu'on a eu le même raisonnement appliqué à l'échelle d'un département, donc proche pour les acteurs que nous sommes de terrain. Il y a un aspect que vous n'avez pas évoqué, qui a été souligné dans la projection départementale, c'est que pour reprendre les éléments du Finistère, le Finistère, c'est un département de 900 000 habitants. Et il y a la projection 2030. Alors, je vais aussi rajouter que, après, ça dépend de l'âge qu'on a, mais si 2030, c'est dans 28 ans. Si je regarde 28 ans en arrière, c'était le début de ma vie professionnelle. 2050, voilà. C'est dans 28 ans. La projection qu'on avait, c'était 2050. Si on regarde 28 ans en arrière, pour moi, qui est une bonne cinquantaine, c'était hier. Donc, ça veut dire 2050, c'est demain, hein, enfin dans mon esprit en tout cas, donc c'est très proche. Le Finistère, c'est 90 000 personnes âgées de 75 ans et plus supplémentaires par rapport aux 90 000 qu'il y a aujourd'hui. C'est un doublement de la population âgée de 75 ans et plus. Et autre phénomène, c'est la réduction le tassement de la population active des 20-60 ans, moins 13 000. Hein. Ça, dans votre étude, ça n'apparaissait pas, ou peut-être, je pense que vous l'avez en tête, mais vous ne l'avez pas présenté. Et je trouve que c'est important de le mettre aussi en perspective. C'est-à-dire, c'est non seulement quantitativement les besoins d'accompagnement des 75 ans et plus va beaucoup augmenter, mais on va aussi faire face, et c'est peut-être déjà ce qu'on vit aujourd'hui, ou le début en tout cas, mais ce n'est que le début, un effondrement de la population active, donc des ressources. Donc après, ça amène à obliger à chercher des solutions. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai bien compris le message. Et je voulais apporter cet éclairage supplémentaire. Votre commentaire. Oui, ça marche. Vous avez raison de le rappeler, hein, c'est ce que j'ai projeté dans le ratio entre actifs et inactifs sur le plan statistique. Hein. Alors ça, c'est pour la question des régimes de retraite. Par contre, je vous renvoie aussi au schéma sur les territoires, c'est-à-dire que les territoires ne vieillissent pas au même rythme. C'est-à-dire que dans le phénomène de métropolisation auquel on assiste, on a des métropoles qui sont plus jeunes et puis des milieux ruraux qui sont dont le vieillissement est beaucoup plus accru. Alors ça nous renvoie à toute la question des déserts médicaux, par exemple, et du coup des inégalités par rapport à l'accès aux soins dans les différents types de territoires. Donc c'est un des points sur lesquels je veux vraiment insister, c'est-à-dire qu'il y a, je pense, un intérêt à pointer les différents territoires qui sont dans des configurations démographiques identiques ou proches, pour essayer de faire un travail de veille sur les types de réponses qui ont été données, en France, mais aussi à l'étranger. Et même là-dedans, si vous voulez, par exemple, les configurations en montagne et les configurations en plaine ne sont pas les mêmes à cause des conditions climatiques. Mais nous, on travaille avec les Canadiens, par exemple, sur ces questions-là.
Ouais. Donc, je pense que ce qu'il va falloir faire à l'avenir, c'est vraiment, et vous pouvez le faire aussi, vous, au sein de votre fédération, c'est essayer de pointer des gens qui sont dans les mêmes types de situations pour regarder comment, en fait, très concrètement, des dispositifs de politique publique, mais même des dispositifs d'action publique au sens général, mobilisation des populations, se mettent en place. Mais ne vous contentez pas à la France, il y a plein d'autres endroits dans lesquels il y a des idées intéressantes à tirer de manière concrète. Est-ce que vous avez une autre question, une autre remarque ? Sinon, moi j'en ai une. C'est est-ce que vous nous avez expliqué toute la complexité de ce que sont les politiques du vieillissement. Est-ce que c'est pour cette raison qu'en France, on a du mal à enclencher, à passer la marche supérieure en fait dans la réforme de la dépendance qui est attendue depuis longtemps. Est-ce que c'est cette complexité qui fait que c'est du coup compliqué d'avancer ? D'une part, mais après, le problème, c'est l'argent. C'est-à-dire que la vraie question, c'est quelle option on prend compte tenu de ce qu'on a vu sur le plan démographique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est sur une option à la Piketty en disant on va payer plus d'impôts, ou on va restructurer l'action publique pour qu'elle soit plus efficace, ou on fait les deux ? Ou est-ce qu'on se dit non, on va du coup demander aux gens de s'assurer sur le plan privé ? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la France est quand même un pays qui est assez agiste et pour lesquels, en fait, la question de l'âge et du grand âge n'est pas dans l'ordre des priorités. Voilà. On l'a revu avec un certain nombre de scandales sur lesquels, dans n'importe quel pays, en fait, on aurait accouché d'une vraie réforme. Aujourd'hui, on est à 1 an de la sortie de l'ouvrage sur les Fossoyeurs. Et il n'y a pas véritablement de grande annonce de loi. Donc, c'est qu'il y a quand même en France une plus grande, sans doute, préoccupation à maintenir l'ordre en évitant les mouvements de jeunesse, les mouvements des jeunes, que à se méfier des plus âgés. Et je pense qu'ils ont tort. Là, à Strasbourg, on va vous présenter des nouveaux chiffres sur les cinquantenaires et les systèmes de valeur des cinquantenaires qui sont en train de se radicaliser. Et donc, du coup, les seniors vont peut-être bouger un peu plus dorénavant. Voilà. Est-ce que vous avez une remarque ? Une question ? Tout est clair ? Très bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Et on se retrouve à 11h15.